Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Voyage en mobilité, une émission enregistrée au Mondial de la mobilité à Paris, au cœur du Mondial de l'auto. 30 minutes de discussion autour du transport de demain et de nos mouvements sur les routes. Aujourd'hui, nous allons parler de tous ces petits engins qui envahissent nos rues et nos trottoirs, qui nous frôlent parfois les mollets, que l'on adorerait au fond essayer. Et ça, c'est quand on ne les a pas encore adoptés. Ils s'appellent trottinettes, scooters électriques, overboard, gyropodes, monoroues et j'en passe. La folie des nouveaux véhicules électriques individuels et de la mobilité urbaine, on en parle tout de suite. Pour cette émission, je reçois Arthur Louis Jacquier de Lime. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors Lime, ce sont ces trottinettes électriques en free floating que l'on peut emprunter un peu partout dans Paris depuis juin dernier et plus seulement qu'à Paris. On en parle dans un instant. Il suffit d'avoir l'appli sur le téléphone et c'est parti. Je me suis pas trompée ? C'est exactement ça. Eh bien parfait. Je reçois également Vincent Bustaré de CityScoot. Bonjour. Bonjour Andréane. Bienvenue. Alors CityScoot, c'est un petit peu le même principe, mais avec des scooters électriques en free floating que l'on peut emprunter un peu partout, présent à Paris et à Nice pour le moment. C'est exactement ça. Bon tout va bien alors. On peut y aller. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu ce qu'on appelle par micro-mobilité ? La micromobilité, ce sont tous ces petits déplacements au quotidien qui nous permettent de relier notre domicile à notre lieu de travail ou qui nous permettent d'aller à un déjeuner professionnel, rejoindre des amis le soir pour prendre un verre. Tous ces petits trajets au sein d'une zone urbaine très dense qui est déjà couverte par beaucoup de possibilités de transport, c'est-à-dire le transport en commun, les taxis, les VTC, mais voilà, ce sont tous ces petits transports pour lesquels on doit gagner du temps et aussi éprouver du plaisir. Et donc, quand vous dites petits trajets, c'est vraiment des petits trajets, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une limite de kilomètres Alors, on parle souvent du dernier kilomètre. C'est en général quelques kilomètres dans la réalité qui peuvent se faire à pied, mais dans la vie contemporaine, surtout dans les centres urbains, on est toujours en quête de temps. Et donc voilà, toutes ces nouvelles solutions nous permettent justement de gagner du temps et en plus d'avoir un peu de plaisir. Alors les chiffres fluctuent un petit peu avec ces nouveaux véhicules électriques individuels, comme on les appelle de manière un petit peu pompeuse. On parle dans une étude Odoxa pour Eurofil de 3% de la population française qui les utilise. D'après Mobility Urban, l'un des principaux réseaux de distribution de ces NVEI, le nombre d'utilisateurs s'élèverait à 500 000 en France. Ça veut dire quoi ces chiffres pour vous ? Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui une véritable demande de se déplacer de manière plus simple, plus libre et plus écologique en ville. Parce que le gros avantage de la micromobilité, c'est bien sûr de pouvoir se déplacer, d'avoir un moyen de se déplacer pour les courtes distances de tous les jours, mais c'est aussi la liberté qui vient avec les produits que nous offrons tous les deux, où on peut se déplacer, simplement laisser le scooter ou la trottinette dans un parking et être absolument libre d'aller continuer notre journée sans nous occuper de je dois récupérer ma voiture, je dois récupérer mon scooter individuel, etc. Et ça, c'est une liberté absolument géniale et qui aujourd'hui va totalement dans les besoins des urbains contemporains. Alors, d'un côté, nous avons les trottinettes électriques en free floating, de l'autre, nous avons les scooters électriques en free floating. Est-ce que vos services s'adaptent à de nouveaux usages, à de nouveaux besoins de la population en centre urbain, puisque c'est de ça dont on parle ? En fait, on s'adapte parce que y a moins d'engouement pour la voiture individuelle, particulièrement dans les centres-villes. Et donc, on comble quelque part un manque. Il y a un véritable besoin qui est lié à la congestion des centres-villes. Et donc voilà, partant de ce constat, partant du principe aussi qu'il y a de moins en moins d'appétence pour la possession, et de plus en plus de besoins d'usage, les flottes partagées répondent parfaitement à cette demande. Et donc il y a une multitude d'offres aujourd'hui
pour une multitude de besoins. Donc à chaque besoin, à chaque déplacement son besoin, à chaque besoin son mode de transport. Est-ce qu'on a besoin aussi de respecter un peu plus l'environnement? Vous êtes tous les deux sur une offre électrique. Est-ce que c'est aussi un changement d'usage qui est Exactement. Aujourd'hui, quand on regarde les appétences des usagers, c'est de pouvoir se déplacer de manière simple, de manière écologique et de manière abordable en ville. Et c'est pour ça que d'avoir des véhicules électriques à partager répond à cette appétence. Là où avant un véhicule à essence allait pouvoir transporter une personne par jour, aujourd'hui un véhicule électrique non polluant, que ce soit d'un point de vue d'émissions de CO2 ou même de bruit, va pouvoir transporter 5 à 10 personnes par jour. Mais c'est pas forcément donc parce qu'on se déplace plus qu'avant. On pourrait l'imaginer finalement, puisque on a l'apparition de tous ces nouveaux petits engins un peu partout dans nos rues et nos trottoirs. On pourrait s'imaginer qu'on se déplace plus, qu'on est plus nomade au sein de la journée. En fait, j'ignore si on se déplace plus qu'avant. Je crois qu'il y a de plus en plus de repas qui sont pris à l'extérieur des foyers. Mais ce qui est certain, pour revenir à votre question précédente, c'est que ces services n'auraient jamais existé, ou en tout cas n'auraient jamais connu le même engouement s'ils n'avaient pas été électriques, respectueux de l'environnement urbain, ne dégageant pas de pollution, n'engendrant pas de pollution atmosphérique. C'est une véritable tendance, une lame de fond, et ça, nos utilisateurs l'ont bien compris. Alors en ce qui concerne Lime, initialement ça vient des États-Unis, c'est vraiment là-bas que l'offre s'est déployée. En France, en 2017, il y avait Knot, une start-up qui avait lancé avec la Société du Grand Paris ses trottinettes classiques en libre-service en région parisienne, à Montrouge notamment, mais aussi à Saint-Denis. C'était une expérience donc, qui avait duré 2 mois, qui s'était arrêtée rapidement et qui n'avait pas rencontré un franc succès en soi à l'époque. Comment est-ce que vous comptez gérer ce nouveau marché et comment est-ce que vous comptez vous installer à long terme en fait sur les... Alors en effet, Lime est une société américaine qui a été créée en 2017 en Californie. En moins d'un an et demi, on s'est développé dans plus d'une centaine de villes et campus américains. On sera dans 26 villes européennes avant la fin de l'année. C'est une société qui a attiré énormément d'investisseurs prestigieux comme Google, Uber, et qui aujourd'hui a une force de frappe absolument incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons été capables en quelques mois de déployer plusieurs milliers de trottinettes à Paris. Et ça permet aux clients d'offrir une qualité de service incroyable. À n'importe quel endroit dans Paris, il me suffit d'ouvrir mon application pour être proche d'une trottinette. Et pour ça, avoir cette capacité de frappe. Et en plus, notre produit a été réfléchi pour répondre aux besoins des clients, et notamment, il est électrique et en free floating, ce qui est aujourd'hui, on a été les premiers à faire sortir en Europe. Et pourquoi la trottinette, si je dois raconter un peu ma vie, moi j'ai eu une trottinette quand j'étais petite. Moi aussi. Voilà, on est beaucoup dans ce cas-là et du coup on avait tendance en tout cas à mettre la trottinette un peu dans le monde de l'enfance. Voilà, c'était un petit moyen de transport un peu rigolo comme les rollers pour beaucoup d'entre nous. Comment est-ce qu'on remet un peu au goût du jour un moyen de transport comme celui-là? Mais c'est au contraire une énorme force de la trottinette, c'est qu'en plus d'être écologique, abordable et facile et pratique, c'est extrêmement ludique. On voit beaucoup de gens sur les quais à Paris en train de se balader en trottinette, lunettes de soleil sur le nez et sourire aux lèvres. Et en plus, ça permet de transformer le trajet ennuyant du matin en métro en un moment assez amusant. On va pouvoir se balader et se réapproprier sa ville. Et c'est justement une des grandes forces de notre service. Alors concernant Cityscoot, les scooters électriques bleus et blancs, si je ne me trompe pas, je crois qu'ils sont bien bleus et blancs, sont arrivés en juin 2016. Est-ce que c'était la suite logique d'Autolib, le service d'autopartage qui était présent à Paris ? Oui, absolument. Cityscoot est né à Paris. C'est une start-up française créée par Bertrand Fleurose. Il avait imaginé les contours du service dès 2012-2013 en observant le déploiement et le succès de Vélib dans un premier temps, puis d'Autolib. Étant lui-même scooteriste, fervent scooteriste, il a assez naturellement imaginé que le service pourrait s'adapter aux scooters. Donc c'est une véritable histoire qui est née effectivement à Paris parce que Paris était précurseur en la matière. Mais comment est-ce que vous comptez vous installer vraiment sur le long terme, dans le sens où il y a déjà énormément de 2 roues motorisées à Paris? Comment est-ce que vous comptez faire la différence ?
Alors on compte à Paris environ 100 à 120 000 scooters. Les chiffres varient selon les sources. Aujourd'hui, nous avons 2500 scooters. Nous en aurons de 3400 d'ici la fin de l'année. Donc vous voyez que ça représente une part finalement assez limitée de la flotte, de l'ensemble de la flotte. Néanmoins, ces scooters sont utilisés 6 à 7 fois par jour chacun, ce qui tente à prouver que ça limite le nombre de scooters particuliers. Donc on a encore une marge de progression importante. On estime qu'on peut avoir en 2019 5000 scooters à Paris pour continuer à renforcer notre offre parce que celle-ci est toujours inférieure à la forte demande. On a jusqu'à présent enregistré 3 500 000 trajets depuis nos débuts, avec une forte progression en 2017, une forte progression en 2018. Donc voilà, ça montre, ce sont des croissances à deux chiffres. Ça montre bien que l'engouement est réel, mais ça prouve aussi qu'il y a un nouveau public qui n'était pas forcément celui de départ, qui n'avait pas forcément d'expérience en enduro motorisé auparavant, et bien qui s'intéresse à notre service. J'ai rencontré pas plus tard qu'hier une utilisatrice qui était en fait ancienne utilisatrice d'Autolib et qui du coup a dû se reporter sur un autre moyen de transport et voilà, jeter son dévolu sur Cityscoot et elle est aujourd'hui une grosse utilisatrice. Il faut savoir que Arthur disait qu'effectivement la trottinette est assez simple d'accès. Tout le monde sait monter sur une trottinette. Un scooter, ça fait peut-être un peu plus peur. Dans les faits, d'abord, nous organisons des initiations à la conduite gratuites pour toute personne qui s'inscrit. C'est encadré par un moniteur moto. Et puis, d'autre part, point important, on enregistre extrêmement peu d'accidents. Sur les 3 500 000 trajets que j'évoquais, il y a eu quelques centaines, moins de 400 constats qui ont été établis. Donc c'est non seulement un service qui est vertueux pour la ville, vertueux pour les utilisateurs, mais qui en plus n'est pas aussi dangereux qu'il semble l'être quand on ne connaît pas. Alors, excusez-moi. C'est vrai que ça crée de nouveaux usages. Moi qui n'avais jamais n'avais jamais utilisé de scooter à Paris, j'ai commencé à utiliser Cityscoot il y a 2 ans. Et il m'arrive très régulièrement de l'utiliser et c'est absolument génial de pouvoir avoir accès à des milliers d'engins sans avoir la contrainte d'en posséder un, de devoir l'assurer, de devoir le garer, de devoir mettre l'essence, etc. Alors Vincent Bustaré, vous parliez des accidents. On a quand même des inquiétudes concernant ces nouveaux moyens de transport. Hier, le 10 octobre, le journal Le Parisien nous apprend que la trottinette a entraîné une explosion de 23% du nombre de blessés en un an. On peut lire qu'en 2017, il y a eu 284 blessés et 5 tués en trottinette et en roller contre 231 blessés et 6 tués un an plus tôt. Comment est-ce qu'on peut quand même expliquer ces chiffres, puisque ce sont peut-être des engins aussi qui ne sont pas forcément maîtrisés. Vous disiez que chez Cityscoot, vous appreniez un peu aux gens à s'en servir, mais qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Alors, en fait, c'est une révolution qui arrive très rapidement. On passe d'un usage qui était absolument nul en 2016 à des gens, un constat où aujourd'hui il y a des dizaines de milliers de personnes qui utilisent les trottinettes tous les jours. Donc même si le pourcentage d'accidents devient très faible, de 0,00 et quelques %, ça fait une augmentation. Par exemple, quand on passe de 1 à 2, on double. Là, quand on passe de 240 à 259, je pense qu'on est encore très très loin des centaines de milliers de personnes qui ont un accident de voiture par an. Et je pense qu'en plus, ces chiffres du Parisien qui datent de l'évolution de 2016 à 2017 induisent un peu en erreur, parce que sans impliquer que c'est notamment des services comme Lime qui sont à l'origine de ça, alors qu'en 2017, on n'était pas encore lancé. Je trouve ça un peu limite. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a ça vient avec une véritable responsabilité, parce qu'il y a des milliers de personnes qui, avant n'utilisaient pas un service, utilisent un nouveau service. Et donc pour ça que nous, on met un accent très important sur la sécurité. Nous encourageons les utilisateurs à porter des casques, même si ce n'est pas obligatoire. Nous leur rappelons que même si aujourd'hui ce n'est pas marqué dans la loi, nous les encourageons à circuler sur les pistes cyclables, sur les chaussées et jamais sur les trottoirs, afin de respecter l'usage
le code de la route et l'espace qui appartient aux piétons. Alors, vous parlez justement du port du casque qui n'est pas obligatoire pour le moment. On sait qu'il y a un manque de législation aussi autour de ces nouveaux engins de micro-mobilité. Qu'est-ce que vous pensez de la législation actuelle? Par exemple, la trottinette, on en parlait du port du casque. On sait aussi que, par exemple, pour rouler sur le trottoir, elle ne doit pas dépasser la vitesse d'un piéton. Normalement, c'est comme ça. On sait que dans les faits, c'est rarement le cas. On a souvent tendance à se faire dépasser par une trottinette qui roule assez vite. Mais alors du coup, comment est-ce qu'on peut faire exister ces engins-là maintenant, tout de suite, alors que la législation n'est pas encore faite? Je pense qu'il y a énormément d'éducation à faire. Ça vient, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui n'avaient même pas l'idée de monter sur une trottinette au mois de mai. Et aujourd'hui, on a des dizaines de milliers qui, tous les jours, montent sur une trottinette. Donc tout ça vient avec une éducation. Si on regarde au début de l'histoire de l'automobile, il y a plein d'images qui montrent que l'automobile semait la panique dans les villes avant de devenir une certaine norme. Et donc, le but pour nous est de travailler cette éducation. Chaque utilisateur qui crée un compte sur Lime va d'abord voir des images explicatives, comment utiliser la trottinette, ne pas être sur les trottoirs. Nous organisons aussi des distributions de casques, nous allons organiser des séances d'éducation et de formation sur comment utiliser les trottinettes. Et cela va venir avec le temps et en travaillant main dans la main avec les autorités locales, comme nous le faisons avec la mairie de Paris. Voilà, c'est ça, c'est qu'il doit aussi y avoir des décisions qui doivent être prises par les acteurs dans les villes, dans les mairies, des acteurs politiques. La ministre des Transports a parlé d'inscrire dans la loi l'interdiction de rouler sur les trottoirs pour les trottinettes, et c'est quelque chose sur lequel nous sommes tout à fait d'accord. Mais dans ce cas-là, il doit aussi y avoir à côté, puisque si les trottinettes vont sur la route, il faut aussi qu'il y ait immatriculation, il faut qu'il y ait un encadrement aussi. C'est comme les vélos en fait. Dans ce cas, si on commence à devoir immatriculer les trottinettes, il faudrait que chaque personne puisse immatriculer son vélo, ce serait très compliqué. Le but, c'est de pouvoir trouver une méthode intelligente pour mener la bataille qu'on a tous en commun, qui est de désengorger les villes, d'offrir des alternatives à la voiture individuelle, etc. Donc le but n'est pas de porter autant de contraintes sur les trottinettes que plus sur les vélos, ce serait une aberration, mais au contraire trouver une manière, des solutions intelligentes pour que tout le monde puisse vivre en harmonie. Et il peut y avoir aussi des inquiétudes vis-à-vis de ce système de free floating que vous utilisez et chez Lime et chez Cityscoot, puisque potentiellement, si votre service fonctionne bien, j'imagine que votre flotte va grandir, s'épaissir. Comment est-ce qu'on gère un système en free floating avec une flotte qui grandit, avec des piétons sur le trottoir, avec pas forcément des engins qui sont laissés de manière cachée, c'est-à-dire que ce matin encore, moi je marchais sur le trottoir, j'ai failli trébucher sur une trottinette qui a été posée en plein milieu du trottoir. Enfin, comment est-ce qu'on gère ça? Alors, la problématique du stationnement, elle est réelle. Et effectivement, il faut trouver des solutions avec les institutions locales, avec la mairie de Paris, pour ne parler que d'elle. Effectivement, je rejoins Arthur sur le fait que on a un volet prévention qui est très important chez nous. On a évidemment des messages à l'inscription, on a des messages également dans l'application mobile, sur le scooter et pour reparler du stationnement, le stationnement c'est la principale infraction que l'on constate. La grosse différence avec d'autres véhicules, vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est que nos scooters sont immatriculés et à partir du moment où ils sont immatriculés, eh bien, ils sont verbalisables. Donc c'est l'utilisateur final qui est responsable du lieu où il gare son scooter. Si jamais il le gare de façon incorrecte, eh bien, il sera soit verbalisé, soit il recevra de notre part une photo prise par nos équipes sur le terrain, l'avertissant que ce ne sont pas des manières de faire. Donc voilà, il y a à la fois un volet prévention et un volet répression chez nous qui permettent d'éduquer petit à petit notre communauté. Et c'est quelque chose que nous faisons aussi chez Lime, parce que s'il n'y a pas d'immatriculation au sens d'une plaque d'immatriculation automobile, chaque trottinette a un code barre qui lui est unique. Et en plus, elle est géolocalisée en permanence. Donc nous avons ce qui s'appelle des zones de non-parking, par exemple la gare de Lyon. Si une personne essaye de
garer une trottinette dans la gare de Lyon, elle va instantanément recevoir un email disant que si la gare là, elle va avoir un frais de récupération de 50 €. De la même manière, nous demandons à chaque utilisateur de prendre en photo l'endroit où il se gare pour pouvoir remonter vers lui en disant écoutez, regardez l'endroit où vous êtes garé, gêne la circulation, nous devons donc vous rappeler les conditions de parking. Et s'il y a plusieurs offenses, nous allons pouvoir carrément supprimer le compte de cette personne. On parlait tout à l'heure de la sécurité des usagers. Cette sécurité à prendre en compte, elle est multiple et notamment en termes d'assurance. Que ce soit concernant le free floating, puisqu'on est quand même responsable du véhicule, comme vous le disiez, qu'on utilise, mais aussi parce que selon l'engin, on n'est pas forcément sûr de là où on doit rouler. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Chez CityScoot, vous êtes associé avec Allianz, si je ne me trompe pas. Absolument. Comment ça se traduit, votre partenariat ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors vous avez raison de mentionner que c'est un partenariat parce que Allianz n'est pas que notre assureur. C'est vraiment, on a vraiment co-construit CityScoot avec Allianz. Parce que à nos tout débuts, donc juste avant notre lancement en juin 2016, on était encore une petite start-up qui avait levé un petit peu d'argent, mais on était encore microscopique, inconnu au bataillon, et Allianz nous a ouvert ses portes, nous a fait confiance. Allianz a très vite compris l'intérêt et la croissance qu'il y aurait autour du free floating. Et on leur est vraiment reconnaissant d'ailleurs de nous avoir accordé leur confiance. Donc Allianz nous accompagne en France, mais aussi en Europe. On va ouvrir la ville de Milan d'ici la fin de l'année toujours avec Allianz. Je rappelle qu'en France, vous êtes à Paris et à Nice. Absolument. Paris, Nice et donc Milan d'ici la fin de l'année, première ville européenne. Et donc voilà, ce qu'on souhaitait dès le départ, et c'est dans notre ADN, c'est vraiment donner à l'utilisateur le maximum de sécurité. Et donc ça s'est traduit par une assurance tout risque, donc contractualisée auprès d'Allianz. Ça s'est traduit par les initiations qu'on organise dont j'ai parlé tout à l'heure depuis la première heure. C'est aussi le choix du véhicule en lui-même. C'est le scooter est de marque allemande. Il est fabriqué en Europe, en Pologne plus précisément. Tout notre projet a été construit autour de la sécurité de l'utilisateur et c'est vraiment ancré dans notre ADN. Alors chez Lime, vous êtes à Paris, vous venez d'arriver à Bordeaux si je ne me trompe pas, en tout cas il y a quelques semaines, et à Lyon. Qu'est-ce qui est prévu pour la suite ? Est-ce que vous avez des idées déjà d'autres villes encore ? Est-ce que c'est prévu ? Chez Lime, nous avons beaucoup d'ambition parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de villes dans lesquelles il y a un véritable besoin et nous voulons répondre à ces besoins. Nous serons dans 26 villes européennes avant la fin de l'année. Donc ça va continuer. Et pour rebondir sur la dernière question, sur la question de sécurité, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important chez nous. Tout est construit pour pouvoir offrir une expérience en toute sécurité et tous nos utilisateurs sont aussi assurés. Bien sûr, oui. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Et alors on parle donc des installations dans des villes. Comment est-ce que ça se passe, l'arrivée dans une ville, la nouvelle cohabitation avec les réseaux de transport en commun locaux. Comment est-ce qu'on s'installe ? Est-ce que vous commencez par installer une petite flotte, puis vous agrandissez ? Est-ce que directement, vous vous installez ? Est-ce qu'il y a discussion avec les acteurs locaux du transport ? Comment ça se passe ? Alors, je dirais qu'il y a le cas de Paris à nos débuts et il y a la façon dont on procède à présent pour les nouvelles villes. Au démarrage de Paris, on avait une toute petite flotte, on avait une expérience de quelques mois avec une cinquantaine de scooters. On a lancé le service avec 150 scooters, mais c'était une question finalement de capitalisation. Il nous fallait plus de fonds pour pouvoir financer une flotte plus importante et on a réussi, grâce à la croissance qu'on a pu démontrer auprès de nos investisseurs, lever 2 fois, faire un premier tour de 15 millions d'euros et un deuxième tour de 40 millions d'euros qui nous ont permis donc d'augmenter notre flotte grâce à un partenariat avec LeasePlan. En parallèle, et ça c'est primordial, c'est ce qu'on a fait à Paris et ce qui guide notre développement dans de nouvelles villes, c'est la concertation, les échanges avec les institutions locales et les mairies.
Et je dois dire qu'on veille vraiment à ce que la mairie soit favorable à notre venue, que ça rentre dans leur politique de mobilité, et on s'assure que voilà, tous les tenants et les aboutissants soient partagés, validés, et pour qu'on puisse co-construire en fait le service. De la même manière, chez Lime, la première chose que nous faisons quand nous avons un projet d'ouvrir une nouvelle ville, c'est que nous contactons les autorités locales. Et après, le but est vraiment de faire partie du tissu social de la ville, mais aussi d'être présent sur les nœuds intermodaux. Et je pense qu'il y a un bon exemple qui concerne à la fois Cityscoot, Lime et l'ensemble des opérateurs de free floating, c'est les zones de parking qui ont été dessinées devant la gare de Lyon et la gare de l'Est, où en fait sur le sol il y a maintenant dessiné des espaces de parking destinés aux scooters, aux mobylettes, et aux scooters, aux trottinettes et aux vélos en free floating. Et ça, le but est vraiment d'offrir des possibilités d'intermodalité qui sont extrêmement importantes. Et alors vous parlez de places de parking, mais comment ça se passe pour le chargement des véhicules par exemple? Comment est-ce que les véhicules sont rechargés? Est-ce que c'est les utilisateurs qui s'en occupent? Comment ça se passe? Alors, chez Cityscoot, nous avons nos propres salariés qui opèrent jour et nuit. Ils vont voir chacun de nos scooters dont l'autonomie est remontée comme étant faible pour changer la batterie directement sur place. Donc, c'est l'occasion également de vérifier l'état général du scooter, de nettoyer le scooter si nécessaire, d'ajouter des charlottes d'hygiène pour la protection de la tête. Voilà, donc en fait, en moyenne, nos scooters sont vus individuellement toutes les 48 heures, ce qui nous permet vraiment de maintenir non seulement une bonne disponibilité, mais en plus un bon état général de la flotte. Donc on a toujours mis un point d'honneur à avoir les meilleures opérations possibles pour notre métier. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 120 personnes qui sont dédiées à ces opérations à Paris, avec une véritable logistique et des process industriels, fort de l'expérience justement qu'on a pu acquérir au cours de ces dernières années, et le fait qu'on soit monté en charge très progressivement, eh bien, ça nous a permis justement de scaler, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire nous mettre en place ces process et recruter en fonction du besoin. Donc maintenant, on a une véritable expérience qui nous permet de dupliquer tout ce qui a été mis en place dans de nouvelles villes. Et donc, pour répondre à la question précédente, désormais dans une nouvelle ville, quand on arrive avec quelques centaines de scooters dès le premier jour. Alors, je vous posais la question tout à l'heure de la durabilité des services de micromobilité que vous proposez. Là, je m'adresse plutôt à Lime, mais si vous prenez les premiers prix d'une trottinette électrique, c'est au minimum, je parle évidemment du minimum, 150, 200 €, on va dire, pour les premiers modèles. Le prix du service Lime, c'est 1 € la location, plus 15 centimes d'euros la minute. Donc un trajet d'un quart d'heure, c'est un peu plus de 3 €. Ça marche moins pour les scooters, puisque les scooters électriques, c'est quand même beaucoup plus cher, mais on pourrait l'envisager pas tellement. Non, pas tellement. Alors, je ne suis pas une spécialiste des prix, mais dans ma tête, j'aurais dit que c'était un peu plus cher. Mais en tout cas, sur le long terme, on peut quand même en discuter. Mais du coup, donc, vu les nombres de petits trajets dont vous parliez tout à l'heure, alors certes, qui sont très courts, mais qui sont quand même là, mettons que j'en fais plusieurs par jour, est-ce qu'en peu de temps, j'arrive pas finalement au prix de mon véhicule, et est-ce que j'ai pas plutôt intérêt à m'en acheter un à moi, que je peux mettre absolument où je veux, et surtout pour les trottinettes, puisque finalement je peux l'emporter un peu partout avec moi, mais est-ce que vous pensez qu'au long terme ça va pas être ça le problème? Mon premier conseil, c'est n'acheter jamais une trottinette électrique à 100 €. C'est vraiment la pire chose à faire, vous claquez entre les doigts en 2 semaines. Une trottinette comme ça que nous utilisons, je pense que elles sont faites sur mesure pour Lime, pour justement un usage urbain intensif. Dans le commerce, elles vaudraient entre 1000 et 1500 € pièce.
là, l'idée, voilà, l'amortissement serait beaucoup plus long. Et en plus d'offrir un service de trottinette qui permet de se déplacer, c'est surtout, on offre une liberté absolument incroyable. Vous n'avez pas à acheter cette trottinette, vous n'avez pas à sortir 1 000 €, vous n'avez pas à la rentrer chez vous, ça pèse quand même jusqu'à entre 11 kilos, vous n'avez pas à la ramener chez vous, à la mettre face à une prise et la dépasser. Si vous arrivez dans un restaurant, vous n'avez pas à la plier, la mettre sous la table, etc. Vous l'utilisez quand vous voulez, en toute liberté. Et ce service a un certain prix, mais ce qu'on se rend compte, c'est que les gens aujourd'hui ont envie de cette liberté et n'ont pas envie de sortir 1 000, 1 500 € d'un coup, mais préfèrent ne consommer qu'à leurs besoins et de pouvoir investir leur argent ailleurs. Oui, même constat pour les scooters électriques. Vous en avez à 3 000 €, comme vous en avez à 15 000 €. Et évidemment, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous pour les prix les plus bas. Donc voilà, je pense que évidemment, chacun a son propre budget. Il y a des personnes qui vont utiliser notre service tous les jours parce que ce qu'ils achètent, c'est de la flexibilité, c'est de la liberté, c'est pas de contraintes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas besoin d'acheter le véhicule, parce qu'il n'y a pas besoin de l'entretenir, parce qu'on peut se rendre à son point de destination en scooter et revenir par un autre biais. Donc ça offre vraiment une liberté que aucun véhicule individuel ne peut offrir. Mais de toute façon, notre service, et je pense que c'est le cas également de Lime, a été construit sur le fait qu'on peut en avoir un usage très ponctuel, tout comme un usage très régulier. Et en fait, on a beaucoup d'utilisateurs, même plutôt l'immense majorité de nos utilisateurs qui l'utilisent vraiment 1 fois par mois, 2 fois par mois, parce que ça correspond à un besoin précis. Voilà. Donc, bien sûr, heureusement, on a des utilisateurs qui utilisent tous les jours le scooter, mais c'est une question de budget. En tout cas, le calcul n'a pas été fait comme ça. Voilà. Il n'est pas question de remplacer absolument un véhicule individuel, mais en fait c'est la multitude des services proposés, des services de micromobilité qui vont justement permettre de remplacer plusieurs véhicules individuels. Écoutez, c'est avec ces mots que se termine cette émission, ce voyage en mobilité. Merci beaucoup Arthur Louis Jacquier de Lime d'avoir été avec nous. Merci également Vincent Bustaré de CityScoot d'avoir participé à ce voyage. Merci messieurs. Je ne peux vous quitter sans vous répéter une nouvelle fois que Voyage en mobilité est à retrouver en intégralité sur le site mondial-paris.audio, mais aussi en podcast sur iTunes, SoundCloud et toutes vos applications de podcast préférées. Nous sommes également sur YouTube, nous sommes également sur les réseaux sociaux, nous sommes partout et on se retrouve très vite pour un prochain voyage.